terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 4 terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Ça va Jean-Mi? Il paraît que Bernard Lavilliers a fait des choses vraiment dangereuses dans sa vie. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il a déjà fait un dessin? Oh non, quand même pas. Et avec Jean-Mi ce soir, Louis Deville. Louis Deville, bonsoir. Vous êtes ce soir notre invité T'es qui toi de la semaine. Je dirais notre invité T'es quoi toi de la semaine. Je comprends. Puisque vous êtes alternativement Louis ou Louise, homme ou femme, monsieur ou madame. On en parlera tout à l'heure. Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers, bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci Bernard d'être là ce soir. Je sais que vous êtes très occupé en ce moment. Vous cherchez de l'or dans une mine de la Cordillère des Andes, tout en aidant des Indiens Guarani à se battre contre une multinationale du café, sans compter le bordel que vous venez d'ouvrir à Bogota. Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous ce soir l'un des grands duos mythiques de la télévision, au même titre que les frères Bogdanov, KDO, Omar et Fred, Drucker et Olga, et encore les saints de Nabila. Vous serez nos invités TTO de la semaine, voilà. En P2, nous recevrons l'islamologue Tariq Ramadan pour lui demander pourquoi il n'est pas Charlie. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Simon Noguera, qui court sur les toits de Paris au péril de sa vie. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens. Le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Bernard Lavilliers, bonsoir. Bernard Lavilliers, mesdames, messieurs. Celui dont la vie ressemble à une émission de Bernard de la Villardière sur M6. C'est pas gentil pour lui, ça. Une vie faite de métis à peau d'ébène, de sordide prison colombienne, de résistance à la dictature. Bernard Lavilliers, quoi. Alors, à François Mitterrand qui vous demandait ce que vous faisiez de vos journées, vous aviez répondu, comme toujours, je chante des causes perdues sur des musiques tropicales. Oui, c'était au ministère de la Culture. Il me demandait qu'est-ce que vous devenez. Il savait très bien, je revenais du Nicaragua, d'ailleurs. Voilà. Et le président m'avait dit, gardez cette phrase, elle est bien écrite. Voilà. Et je l'ai gardée après. La preuve. Alors, Bernard, vous avez 68 ans, donc 47 ans de carrière. Vous auriez jamais pensé durer aussi longtemps? Vous pensez qu'un jaguar vous aurait mangé avant, non? Oui, je pensais aussi. Alors qu'à 68 ans, les jaguars, vous les battez toujours à la course. Oui, surtout les handicapés. Alors, à 68 ans, donc c'est le moment de faire un peu le bilan de votre carrière. Est-ce qu'à force de chansons engagées, vous avez réussi à faire reculer la dictature et la barbarie, Bernard? Pas pour l'instant, je crois. Je crois que vous êtes lucide. Par moment, non, Ouais. mais pas pour l'instant. Aujourd'hui, votre ennemi, c'est plutôt le cholestérol, non? En tout cas, quand on fait le bilan musical, il est d'enfer. I know when and where I go. I don't know. I'm going to ghetto. Je veux m'enfuir, Quand tu es dans mes bras, je veux m'enfuir est-ce que tu rêves de moi? de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. On the road again, again. On the road again, again. On the road again.
forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Bravo, Bernard Lavilliers. Alors, Bernard Lavilliers, vous êtes ici ce soir pour un album intitulé Lavilliers acoustique, dans lequel vous reprenez vos plus belles chansons avec de nouveaux arrangements. En fait, vous avez fait vos propres reprises pour éviter que des connards de la Starac ou The Voice le fassent à votre place. Tout à fait, très bonne idée. En plus, ils auraient appelé ça Génération Lavilliers, ou pire, merci Bernard. C'est toujours mieux de se rendre hommage soi-même, non? Bien sûr. Alors, vous avez fait Under the Gain avec Jean-Louis Aubert. C'est vrai. Sur les idées noires, vous avez remplacé Nicoletta par Catherine Ringer. Mais Catherine Ringer, c'est Catherine Ringer, quoi. Ouais, qui fait des espèces Donc de elle a choses amené une sorte de arabisantes. folie là-dedans. Oui. Et sur les barbares, il y a Oxmo Puccino. Donc Oui, Oxmo, vraiment, oui. il y a du monde. On regarde à quoi ça ressemble. Ce petit jour on quittait l'Irlande et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again. On the Road Again, donc. C'est tiré de Lavilliers acoustique et c'est avec Jean-Louis Aubert. Alors, la presse est dithyrambique. Le Parisien dit, c'est pas une compile passe-partout, mais une seconde vie pour de grands classiques. Et Télérama dit, le résultat dépasse de beaucoup les petites manœuvres marketing. Jean-Mi, Thierry m'a dit qu'en général, quand on avait des critiques aussi bonnes, c'est que l'on n'était pas loin du cimetière. Jean-Yann a dit aussi, ça sent le sapin. voilà. Alors, vous le savez, Bernard, bon, vous êtes une légende, la naissance à Saint-Étienne, dans un monde façon germinale, l'enfance pauvre. Pour vous en sortir et pas être obligé de finir à la manufacture, vous devenez boxeur, puis votre oncle voyou vous emmène à Paris, le fric, les filles, l'alcool, le braquage, la maison de correction, le départ au Brésil à l'âge de 19 ans, le job de docker, ensuite conducteur de camion, de gros cul. Bernard, maintenant que vous avez 68 ans, qu'est-ce que ça vous coûterait de dire que tout ça, c'est un peu exagéré? Voire un peu inventé, Ça me Bernard. coûterait très cher parce qu'au fond, elle n'a pas tout dit. Ouais, C'est ça. ouais. Eh ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui manque? Eh ben non, j'attends que les éditeurs se disent, mais il y a encore des choses à dire. Il manque des choses, ouais. Ouais. Des choses assez complexes. Vous pourriez nous dire, par exemple, que en 72, dans la tribune Le Progrès, vous avez déclaré que le Brésil, vous n'y étiez pas encore allé. En 72, j'ai dit ça. Oui. Ouais. Oui. Bon. C'est pas grave, hein. Pas Non, du c'est tout. pas grave, Mais non. vous pourriez dire quand même que cette légende, elle est un peu, voilà, elle est un peu surfaite, non? Ah, vous croyez? Oui. Bon. Ça vous embête que je vous dise ça? Non. À votre âge, on s'en fout. Vous avez vraiment été boxeur. Ben oui, bien sûr. Non, C'est mais on Bretonnel, même. Ouais. On ne trouve pas de trace d'un boxeur nommé Bernard Houlion. Je m'appelais pas comme ça. Ah, c'est tout. Bonne réponse. Et puis, il n'y a pas trop de traces d'absence de la manufacture ou du collège à l'époque où, soi-disant, vous étiez en prison. Vous avez vraiment été en maison de correction, forteresse, à Metz et tout ça, c'est vrai? À 20 ans, ouais. C'est vrai. Ouais. Bon. Bon. Tout à l'heure, Bataille et Fontaine m'ont dit dans les loges, puis ces muscles, c'est de la gonflette. D'après toi. Les Viettes, ils disent il ne faut pas poser de questions quand on ne connaît pas la réponse. Enfin, sur le Progrès et la Tribune, j'avais la réponse. Ah oui, peut-être. Bon. Ne t'inquiète pas, Bernard. Thierry a aussi beaucoup exagéré pour construire sa légende. Dans la vraie vie, sa seule drogue, c'est le jus de kiwi et il adore François Hollande. Et maintenant, mesdames, messieurs, en l'honneur de Bataille et Fontaine, nous allons faire un blind test duo séparé.
Attention, Didier. David et Jonathan. Ouais, bravo. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. On écouterait ça jusqu'à ce soir, mais bon, il y a des impératifs d'horaire. Attention, Didier. Left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep, and worrying about the way things are. Tina Turner. Ike et Tina Turner. Bravo, Louis. Okay, all bravo. right. Okay. J'adore quand elle fait le mec comme ça. Tu vois, genre, ça nous renvoie à nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, on se dit, putain, les mecs, on est un peu comme ça, quoi. Regarde comment elle se tient. Bon, attention, Didier. C'est français. J'irai danser le mambo au Royal Casino sous les lampes brillantes. Bravo. Niagara. Waouh. Quel bonheur. Fort, Attention, Didier. Yeah. Bravo, bravo. Sonny Hancher. Attention, Didier. C'est where? Wow, bravo. Je l'adore. Bon, attention, Didier. Ouh. Ça va. NTL. Et bravo, Bataille. Bravo. Non, Fontaine. Merde. Oh, putain. Ça fait une semaine que je me dis, faudrait que tu fasses attention. Et je me plante comme une merde. Et voilà. Et on passe maintenant à notre TTO de la semaine. Pascal Bataille et Laurent Fontaine, mesdames, messieurs. Je sais que le matin, quand j'ouvre mon rideau de douche, je pense à vous. C'est vrai. Tu te souviens quand c'est nous qui venions l'ouvrir? Ouais. T'as pas tout. Il y a un moyen, je dis ça pour les amis téléspectateurs, pour savoir qui est Bataille, qui est Fontaine. C'est une grande bataille et une petite fontaine. Alors, pour vous, c'est beaucoup plus simple. Vous avez votre nom tatoué sur l'avant-bras pour être sûr de vous en souvenir, évidemment. Alors, Pascal Debaguet, dit Bataille, vous êtes né le 25 janvier 1960 à Bordeaux. Laurent Fontaine, vous êtes né le 16 septembre 1962 à Choisy-le-Roi. Et vous vous êtes rencontrés en 1983 à l'occasion d'un prix de reportage pour les jeunes journalistes. Et c'est Pascal qui avait gagné. Ouais, déjà. Il était déjà meilleur que toi, quoi. Bah, bien sûr. Ouais. Alors, l'aventure à deux commence avec la parution du Guide de la Combine en 1988. Ouais. Et donc, à cette occasion, vous êtes invité à Matin Bonheur chez Thierry Beccaro. On regarde à quoi ça ressemble. Aïe, aïe, aïe. Quel est le plus combinard des deux? Lui. Ah, c'est pas vrai, c'est lui. Non, c'est moi. Allez, j'avoue. Bon. C'est moi.
La première grosse combine. Mais lui est pas du tout combinard, en fait. Il a été élevé chez les jésuites et tout. Enfin, c'est vraiment. C'est aussi une éducation. CBG, complètement perverti par cet ignoble animal. Voilà, il m'a rencontré un jour et puis il est devenu un peu combinard quand même. Mais il y prend goût. Bon, et votre première grosse combine, vous vous en souvenez? Oui, tout à fait, mais je peux pas la raconter parce qu'il y a mon assureur qui m'écoute. Et je crois que j'aurai des problèmes. J'aurai sûrement des problèmes. Quelle fraîcheur. Donc ensuite, évidemment, Pierre Lescure et Michel Toulouse aiment le livre et vous proposent une émission sur Canal Jimmy qui s'appelle Le meilleur du pire. Ouais. En 1991, arrivé sur TF1, vous travaillez sur Combien ça coûte, sur Coucou, sur Comme un lundi, avec Christophe de Chavannes. 6 ans, Brett Christophe, oui. Ensuite, vous présentez Y a pas photo. Et en 2002, il n'y a que la vérité qui compte. Ouais. Votre grande émission. Alors, le concept était assez simple. Une personne était invitée parce que quelqu'un souhaitait lui parler pour lui faire une déclaration d'amour ou pour parler de réconciliation. Elle se parlait à travers un écran. Et à la fin de l'émission, la personne à l'origine de la rencontre ouvrait le rideau ou non pour voir si l'autre personne acceptait de la revoir dans la vraie vie. Super idée, super concept. Jean-Mi, Si vous aviez dû participer à votre propre émission, à qui auriez-vous aimé dire « je t'aime » ou bien « pardon » Mon rep, mon père. pourquoi? Parce que je pense qu'il est mort sans que je lui dise suffisamment de choses, voilà, pour la faire courte. C'est bien, c'est très bien. C'est un peu pareil. Dites à votre père que vous l'aimez, parce qu'on est déjà deux à avoir fait cette connerie. Et toi, Pascal? Pareil, son père, non, le mien. Le mien, pareil, moi je ne lui ai pas parlé pendant 6 ans avant sa mort et ce que tu viens de dire, c'est quelque chose auquel je souscris totalement. Alors, ça fait quand même 3 millions de téléspectateurs, voire plus. Hein. Voire plus, oui. Ça fait 30%, 40% de part de marché, ce qui est absolument inimaginable maintenant. Vous êtes au top, vous êtes très fusionnels tous les deux, hein. Vous êtes vraiment un couple. À la première occasion, vous vous caressez le sexe. Ouais. Je suis pas sûr que ça suffise. Alors voilà, donc ça se passe super bien, c'est un succès énorme, vous êtes au 7e ciel, mais effectivement, on vous reproche de faire du voyeurisme, du sensationnalisme, on parle même de bidonnage à un moment, il y a une participante qui est agressée sexuellement, il y a une journaliste de Télérama qui s'infiltre dans l'émission, c'est dur, non? C'est une émission qui a fait bouger les lignes, c'est une émission qui montrait quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de montrer à la télé, c'est-à-dire l'intimité, l'émotion, et ça a dérangé beaucoup de gens. Alors après, ça dépend d'où vient la critique. Quand tu dis c'est une émission qui a été très critiquée, par Libé, Télérama, voilà. Nous, on avait une télé plus populaire, c'est clair, plus basée sur l'émotion. On a reçu un seul people en 5 ans, c'est Claude Berry, qui a demandé à venir dans l'émission. Et qui voulait retrouver un vieux cégétiste qu'il avait rencontré sur Germinal. Et il avait dit c'était comme mon père. On lui a retrouvé 15 ans plus tard. Et première question qu'on lui a posée, c'est pourquoi vous venez dans une émission populaire? Vous qui êtes une sorte de parrain du cinéma français. Ouais. Et il nous a dit parce que tous les lundis soirs avec ma femme, je regarde des mini-films et des mini-scénarios. Et j'adore votre émission. On regarde. Je vais vous demander de vous lever, Marion, s'il vous plaît, face au rideau. Ce rideau qui va s'ouvrir pour que vous puissiez retrouver de l'autre côté Claude, qui est venu vous rendre hommage ce soir. Voilà, il n'y a que la vérité qui compte, avec le rideau, donc. Alors, la critique la plus violente à l'époque est venue des Guignols. Oui, mais la plus drôle aussi. Est-ce que vous êtes prêt à supporter un sketch des Guignols? On adore. Ah bah oui. Vas-y, on voit tout. C'est sûr. Mais Starsky Hutch, tout ça, le rideau, on adore. On y va. Bataille Fontaine, nanana, bataille Fontaine. Deux petits pattes, les malins et crétins, mais qui gagnent toujours à la fin. Salut, qu'est-ce qui s'est passé ici? Un crime horrible. 16 coups de couteau. On l'a retrouvé ce matin. Horrible. Quel âge? 22 ans. La maman doit être désespérée. Évidemment. Elle est là? Dans le salon. Génial! Pamela! Oh mon Dieu! Vous êtes la maman de Pamela? Oui? Qu'est-ce qui
qui lui est arrivé? Ne vous inquiétez pas, elle est derrière ce rideau. Vous voulez un petit verre d'eau? Nyeh, verre d'eau. Horrible. Vous voulez savoir ce qui se passe derrière ce rideau? Bien sûr. Eh bien, c'est tout de suite après la pub. Nyeh, la pub. Donc tout va bien, et là, c'est le drame. Bien sûr, il n'y a que la vérité qui compte, mais il y a aussi les critiques, l'image et l'opinion du patron. C'est-à-dire qu'à un moment, TF1 vous lâche, quoi. C'est Moujotte qui vous l'a annoncé? Oui, c'est Étienne qui nous a dit, on était en fin de contrat, et Étienne nous a dit, on ne va pas reconduire, il y a un problème d'image sur l'émission, effectivement. C'est un petit microcosme qui peut faire beaucoup de bruit et qui ne correspond pas forcément à ce que pense le grand public. On le voit encore aujourd'hui, mais c'est vrai que ils ont eu la peau de l'émission. Beaucoup de gens le regrettent, mais voilà, nous, on s'est inclinés devant cette décision, on a fait d'autres choses après, et puis voilà, c'est la vie. Non, parce que maintenant, on ne sait pas comment les gens vont pouvoir se retrouver, se reparler, se redire « je t'aime » sans vous. Thierry. C'est mignon. Donc là, vous retournez sur Jimmy. Ouais. Et parallèlement, vous montez une école de télévision. Est-ce que vous étiez crédible? Après, vous êtes fait virer de TF1. Et aujourd'hui, vous faites quoi, alors? Pascal. Je présente les 30 histoires sur TMC avec Karine Ferry. Ouais. Je lance une nouvelle chaîne de télévision thématique sur les médias qui démarrera au printemps. Et puis, je travaille avec Laurent sur pas mal de projets parce qu'on a toujours très envie de travailler ensemble. Et vous, Laurent? Et moi, je fais quoi? Moi, je continue de chanter des causes perdues sur des musiques tropicales. Et on passe maintenant à notre T'es qui toi de la semaine. Louis Deville, rebonsoir. Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon, c'est là la question. Alors ce soir, vous n'êtes pas Louise Deville, vous êtes Louis Deville. En fait, vous êtes ce qu'on appelle un drag king, c'est-à-dire à l'inverse des drag queens, comme Conchita Wurst par exemple, vous êtes une femme qui s'habille en homme. Ça fait quoi quand on devient un garçon, comme aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est intéressant d'une femme, mais qui peut faire des codes masculins. Alors, au bout de combien de temps, quand on est un garçon, on gueule parce que le frigo est vide, par exemple? Alors, c'était un rêve de petite fille de cracher par terre, de regarder le football à la télévision et de vous gratter les couilles? C'était... Bah, en vrai, j'étais une petite fille aux boucles et qui aimait bien les jupes. Alors, Louise Deville est quand même, quand elle est une fille, une très jolie fille, et quand elle est un garçon très séduisant. Alors, vous êtes né aux USA le 28 octobre 1981 dans le Kentucky, dans un endroit très très compliqué, puisque c'est ce qu'on appelle la Bible Belt. Oui, c'est une zone très chrétienne, assez conservateur, fondamentaliste même. Alors, vous êtes une petite fille assez modèle, studieuse et charmante, mais vous ne supportez pas l'hypocrisie ambiante. C'est-à-dire que, par exemple, les filles qui veulent rester vierges jusqu'au mariage et qui, en attendant, se font sodomiser, ça vous énerve? Bah, justement, moi qui assumais ma vie sexuelle, j'avais la mauvaise réputation car j'étais ouverte et aussi je parlais de préservatifs, tout ça. Ouais. Donc les filles, en fait, la fille qui a été élue la reine du bal, elle se faisait sodomiser par contre. Voilà. Et voilà. Alors au début des années 90, vous décidez de venir en France, vous voulez intégrer Sciences Po pour devenir diplomate, et vous serez stripteaseuse, quoi. Voilà, un petit changement de programme, mais je trouve que je négocie mieux en culotte. Ouais. Le burlesque devient notre gagne-pain, en fait, à ce moment-là. Votre famille dans le Kentucky, elle veut voir vos vidéos, non? Non.
Mais ma tante, elle m'avait dit une belle chose. Elle dit, si ma fille sera aussi épanouie et heureuse dans qu'est-ce qu'elle faisait, je serai heureuse pour elle autant que je suis pour toi. Votre mère vous envoie des bas. Oui. Et c'est bien, et votre grand-mère vous envoie des fossiles. Et des culottes. Ouais. Du coup, c'est ça aussi que je parle de l'hypocrisie. À la fois, il ne peut pas assumer mes choix, mais franchement, ça les titille quand même. Il y a un côté pailleté, sexy, qui à la fois inspire, je pense. Alors, vous dirigez des ateliers Drag Kings, le prochain, c'est le 22 février. Si vous voulez y aller, les filles, c'est possible. Voilà, là, dans mes ateliers, on apprend les 3 B de transformation de Drag King. La première, c'est binding, c'est d'attacher les seins. Le deuxième, c'est de fabriquer une bite. Oui. Voilà. Comment vous fabriquez vos bites? La manière à laquelle on crée nos sexes, en différence de vous, chers hommes, nous, on peut choisir nos tailles. Oui. Voilà. Du coup, là, vous avez une bite, là. Ouais, vous voulez voir, Thierry? Bah, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien. Ah, oui. Ça, c'est au repos, hein. Ouais. Bah voilà, c'est aussi une des choses que j'ai montré aux filles que il faut pas être trop gourmand quand on laisse construire leur bite, car sinon ça va finir au genou. Voilà, et vous pouvez pas se croiser les jambes. Alors, nous, on fabrique nos sexes avec un collant et du coton. Ah, du coton. Voilà. Et la troisième chose que vous apprenez, c'est à bouger comme un mec. Oui. C'est ce que vous faites très bien, c'est-à-dire les attitudes comme ça qui sont très étonnantes parce que vous déconstruisez un peu la masculinité, en fait. Elle est super bien faite, la barbe. C'est du poil coupé très finement. Et voilà. Je le colle avec un peu de crème hydratante. Très réussi, très réussi. Merci. Alors tout ça est montré dans un documentaire qui s'appelle Paroles de King, qui est réalisé par Chris Lag. Alors, vous parlez très très bien le français. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi on dit un testicule et une couille? Justement, c'est une des choses qui me fascine, c'est un vagin et une bite. Voilà. Je comprends. C'est bizarre, hein? Voilà. Est-ce une fille ou un garçon aux cheveux longs? On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est l'islamologue Tariq Ramadan que nous retrouverons sur le plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question: pourquoi Tariq Ramadan n'est-il pas Charlie? Tariq Ramadan, c'est Dr Tariq et Mister Ramadan. D'un côté, le Dr Tariq est de nationalité suisse. Il a fait une thèse sur Nietzsche en français et il enseigne à Oxford en anglais. Tout ça nous rassure. Mais de l'autre, Mister Ramadan est le petit-fils du fondateur des Frères musulmans. Il est docteur en islamologie et enseigne au Qatar. Et ça nous inquiète. Parce que Tariq Ramadan, ok, mais lequel ? Le 2 novembre 2011, les locaux de Charlie sont incendiés au cocktail Molotov, le jour de la parution d'un numéro rebaptisé Sharia Hebdo. 3 jours plus tard, Tariq Ramadan trouve que Charles manque de courage. Je vais même plus loin, je dirais qu'aujourd'hui, vous frappez là où il est facile de frapper, et c'est un peu un humour de lâche. Ça, c'était il y a 4 ans, mais dès le lendemain de la mort de Charb, Mister Ramadan accuse à nouveau Charlie Hebdo de manquer de courage. It has nothing to do with courage. It has to do with making money and targeting the marginalized people in the society. Ça, c'est ce qu'il dit à la télé américaine, mais quelques jours plus tard sur Europe 1, quand on lui reproche d'avoir attaqué Charlie après l'attentat, Dr Tariq joue les faux culs. Ils venaient de mourir tous, comment peut-on les traiter de lâches ? Non, je pense que vous faites une erreur de chronologie. J'ai traité d'humour lâche ce qui avait été fait il y a, je crois, 3 ans. En France, nous, on connaît le docteur Tariq. Et quand il parle de Charlie, il est tout ému. J'ai une sympathie pour les familles des victimes et je très profondément et de façon très sincère, ce qui s'est passé est inadmissible et à condamner absolument. Mais sur Al Jazeera, ils ont Mister Ramadan. Et quand il parle des 12 morts de Charlie,
c'est pas vraiment pour leur rendre hommage. Today, 100 people are being killed for the same reasons by the same violent extremists in Syria and Iraq. It's as if this is normal. So 12 in France, this is an international controversy and an international emotional reaction. 100 is normal because it happens every day? No. Alors, Dr Tariq ou Mister Ramadan? Ce qui est rassurant avec le Dr Tariq, c'est qu'il condamne les attentats. Mais ce qui est inquiétant avec Mister Ramadan, c'est que derrière les attentats, il verrait bien un complot. What happened in September 11, what happened in Madrid, what happened in London, and now what is happening in France. We heard yesterday that they left their identity cards, 2 identity cards in the car. There are many questions that we still have to ask. Évidemment, Tariq Ramadan n'affirme pas qu'il y a eu un complot. Il se contente de poser la question. Du coup, nous aussi on se pose des questions. Il a l'air sympa, Dr Tariq. Mais peut-on faire confiance à Mister Ramadan? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Tariq Ramadan, bonsoir. Vous êtes universitaire, islamologue, et vous avez publié en décembre De l'islam et des musulmans aux presses du Châtelet. Bienvenue parmi nous. Voilà, alors d'abord, on va faire un petit droit de réponse par rapport à ce que Blacko dit. Ensuite, je vous poserai quelques questions simples sur l'islam. Donc d'abord, droit de réponse, le double discours. Tout ce que j'ai dit à la télévision anglaise, ou même, ça n'est pas apparu ici en arabe, ou même en français, sur ma page Facebook, tout est là. Et ce qui est grave même dans la façon dont les choses sont présentées, c'est comment on coupe les choses. Je réponds à un journaliste américain qui présente Charlie Hebdo aux Américains et qui confond le Charlie Hebdo de la fin avec le harakiri du départ. Et je lui réponds, non. Charlie Hebdo sur la fin insistait beaucoup plus sur les musulmans que sur tous les autres. Et j'ai dit et répété, c'est un humour de lâche. À l'émission d'Europe 1, je répète exactement la même chose, donc j'ai pas de double discours sur cette question-là. Maintenant, après les faits, quand on est dans une situation où il y a l'émotion qui est là, moi je suis très sincère quand je dis et que je condamne, et je l'ai toujours fait cette condamnation. 2001, 2004, 2005, partout la condamnation des actes terroristes et violents, personne ne pourra me reprendre là-dedans. Alors deuxième point, le complot. Vous dites que les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly n'ont pas été identifiés en amont. Vous dites que les locaux du journal Charlie Hebdo étaient peu protégés et qu'on a retrouvé la carte d'identité oubliée des frères Kouachi dans la bagnole, un peu comme on avait retrouvé le passeport de Mohamed Atta au sommet des ruines du World Trade Center. Mais quand on parlait de complot, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Reprenez toutes les citations. À aucun moment, je n'ai parlé de complot. Aucun moment. Depuis 2001, jamais le mot complot n'est sorti de ma bouche. Par contre, je l'ai dit et je le répète avec force, parce que toute personne raisonnable qui n'a pas des questions à se poser sur ce qui s'est passé en 2001, sur ce qui s'est passé en 2004, en 2005, en 2000, et même avec ce qui s'est passé avec Moira, il y a des questions. Et j'ai demandé dès 2001. C'est la seule chose que j'ai dit. Une commission d'enquête indépendante. Une commission d'enquête indépendante, non pas parce que je dis que c'est un complot, mais si vous voulez lutter contre les complotistes, apporter des réponses à des questions. Si aujourd'hui, on sait qu'il y avait des menaces contre Charlie Hebdo, qu'ils aient pu aller aussi facilement, moi je veux qu'on me dise comment ça se fait que les services de renseignement français aient laissé faire. Comment se fait-il que les renseignements français n'aient même pas vérifié les téléphones des femmes de ceux qui allaient tuer? Eh bien, j'ai des questions. Aujourd'hui, soit on me répond par une enquête indépendante, soit on fait tous les imbéciles et on croit tout ce qu'on nous dit. Et finalement, pour pouvoir être dans l'air du temps en France, il faut la boucler. Vous n'avez pas parlé de complot, mais vous avez un doute sur la version officielle. Aussi bien pour le 11 septembre que pour Londres, que pour Charlie Hebdo. Je n'ai pas parlé de complot, mais j'ai des questions en suspens. Alors maintenant, on va passer à l'islam. Quelques questions simples et j'espère des réponses brèves. Quand vous dites « je ne suis pas Charlie », ça veut dire que vous n'êtes pas solidaire des martyrs de la liberté d'expression ou que vous n'êtes pas solidaire de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo? Eh bien, la deuxième proposition, ce que j'ai mis en évidence, si, en étant Charlie, on veut être pour la liberté d'expression et contre le meurtre des innocents, je suis, et je supporterai cette thèse-là. Et si vous êtes pour la liberté d'expression, vous êtes d'accord qu'on peut caricaturer le prophète à ce moment-là? Mais moi, je leur ai dit, vous avez le droit de caricaturer le prophète et j'ai le droit de vous ignorer dans votre humour. Et que c'est comme ça qu'on vivra ensemble. Alors, comprenez-vous que l'on arrête Dieudonné et qu'on l'amène en correctionnel pour avoir dit « je suis Charlie Koulibaly » et parallèlement que l'on sanctifie ceux qui caricaturent le prophète, ce qui est légal en France?
Non, vous savez, j'ai dit et j'ai réagi à ce qui s'est passé avec Dieudonné en disant que ce qu'il avait dit était une grosse bêtise et que je ne soutiens pas ceci. Maintenant, l'amener en correctionnel en disant que c'est une apologie du terrorisme, je pense que c'est pas comme ça qu'on règle les choses. C'est pas en allant chercher. Il y a un jeune à l'école qui a sorti « Ils avaient raison » et on le met en garde à vue. Mais attendez, la France va où là? On est en train de gérer dans l'émotionnel des choses qui sont trop sérieuses. Alors, les lois de Dieu sont-elles supérieures aux lois de la République? Non, je dis même le contraire. C'est au nom d'une compréhension profonde de l'islam et de ses enseignements que tous les citoyens français de confession musulmane doivent respecter la loi française comme étant leur loi de référence. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que l'islam doit se moderniser, se réformer? Je suis d'accord sur le fait que les musulmans, intellectuels et savants, doivent proposer de nouvelles lectures des textes à la lumière des défis contemporains. Oui, parce que la violence est présente dans le Coran. On peut en faire une interprétation modérée ou une interprétation violente. Donc ça serait un problème de degré et pas de nature, finalement. Non. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire les choses comme ça. La sourate 9, elle est violente, hein? Oui, mais je peux vous citer des passages de la Bible et de la Torah qui sont très violents, de la Bhagavad Gita, de toute la tradition bouddhiste. Il ne faut pas faire une lutte de texte, c'est la question d'interprétation. Vous savez, la victoire qu'on va mener contre les violents extrémistes et les djihadistes, c'est pas en leur disant le texte est violent, c'est en leur disant votre façon de sortir des textes de leur contexte, de transformer, c'est là où vous trahissez le texte. Mais si vous commencez à essentialiser le Coran en disant le texte est violent, vous perdez tout le monde. Alors, est-ce que vous, qui connaissez bien le Qatar, et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que le Qatar joue un double jeu? Le Qatar joue un jeu très ambigu. Et moi, en travaillant là-bas, je l'ai dit, en mettant en évidence que le Qatar, par ses institutions, ne finance pas forcément les plus violents, mais finance une idéologie littéraliste. Et cette idéologie littéraliste est une idéologie binaire. Nous sommes dans le vrai, donc vous êtes dans le faux. Et quand ceci est instrumentalisé politiquement, on peut passer dans la violence. Et moi, tout mon propos au Qatar, tout mon travail, c'est de mettre en évidence ce dont on parle tout à l'heure, une réforme de la lecture des textes. Et je ne me tairai jamais là-dessus. Où que je sois, je ne peux pas rentrer en Arabie Saoudite, je ne peux pas rentrer dans 6 pays majoritairement musulmans. Il faut payer le prix de ce travail-là. C'est ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que vous, ici, vous êtes un peu suspect, mais que vous l'êtes aussi de la part des pays musulmans wahhabites durs. Bien sûr, je suis considéré comme quelqu'un qui est un vendu à l'Occident. Et c'est qu'en France, d'ailleurs, il faut qu'on fasse attention. C'est la France qui a un problème avec mon discours. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. Vous savez, je ne suis que l'arbre qui cache la forêt. La conscience française musulmane est en train de naître. Vous allez entendre de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui vont parler de façon autonome. Il va falloir les entendre. Vous n'allez pas pouvoir leur dire encore 30 ans, double discours. À un moment donné, il faut peut-être se poser la question si on n'a pas une double audition en France. Merci d'avoir été avec nous. Bernard Lavilliers, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Simon Noguera. Bonsoir. Attention, si vous êtes cardiaque, éloignez-vous du poste. Oh! Voilà, vous pratiquez une discipline appelée le free run. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Qu'est-ce qui me met en colère en ce moment? Parce qu'il y a des choses quand même qu'il faut sortir. Je trouve qu'on stigmatise trop les djihadistes. Ah ouais. Attends. Ouais. Les mecs, en France, ils ont un accès aux soins gratuits. Ouais. Ils peuvent pratiquer leur religion sans problème. Ils ont des passeports qui leur permettent de voyager partout. Ouais. Ils ont un filet de sécurité sociale incroyable. Ils vivent au pays de la gastronomie et des paysages extraordinaires et ils se plaignent. Donc le problème des djihadistes, c'est pas qu'ils sont pas assez français, mais c'est qu'ils le sont trop. Il faut arrêter de vouloir leur faire aimer les caricatures. Faire dire à un croyant que la loi des hommes est au-dessus de la loi de Dieu, c'est à peu près aussi stupide que de montrer une femme super gaulée à un gay et lui dire « Vas-y, biquet, bande !» Tu vois, tu vois ? Vas-y, biquet. Ou
Ou demander à Mélenchon d'applaudir les réformes de Thatcher. Ça marche pas, ça collera jamais. Voilà, il faut le savoir, il faut avoir du recul, c'est tout. Cela dit, moi j'ai quand même un peu réfléchi et je me suis rendu compte que le terrorisme, quoi qu'on en dise, ça produit aussi des effets pervers. Ouais, 21 points de hausse pour Hollande. Oui. Ouais. En fait, les Kouachi et Koulibaly, c'est vraiment des inconscients. Hein. Non, mais tu te rends compte, quoi. Hollande, le mec, il était grillé, à terre, mais comme une bavette d'aloyaux, tu sais, qu'on aurait saisi pendant 1 heure avant de la foutre 3 jours au bain-marie, 2 semaines dans un réacteur nucléaire, 4 ans dans un bain d'acide. Tu vois, tu ressors, il reste une espèce de chaussette en gomme, tu vois. Le terrorisme arrive, le mec, il baron de Munchausen, quoi. Sur le boulet de canon, il vole au-dessus des remparts du bon sens, quoi. C'est un truc... Et là, c'était l'occasion pour lui de faire des très grandes phrases qu'on attend tous dans des moments historiques. On attend, I'm a Berliner, tous ces trucs-là. Alors lui, il a dit pour l'équipe de Charmes, il a dit, ils sont morts pour que nous puissions vivre libres. Ouais. Tu vois. Bon, il a eu l'intelligence de ne pas rajouter et un peu moins au chômage. Parce que c'est sûr que c'est pas avec les 11 postes libérés qu'on va inverser la courbe. Hein. Ça, c'est sûr que... Mais... Ah non, ça suffira pas. Mais ça, c'est tout Hollande. C'est après gouverner, c'est prévoir. Sous Hollande, gouverner, c'est s'émouvoir. On est parti là-dedans. Ouais. Non, franchement, alors les gens sont en extase. Oh, mais qu'est-ce qu'il gère bien? Il est bon, il est bon. Enfin, franchement, un mec qui gouverne un pays et qui n'est à l'aise que devant un cercueil ou une boîte noire cabossée, ça me foutrait vachement le cafard. Hein. De toute façon, moi, je comprends pas très bien ce qu'il aurait pu rater. Comment il aurait pu squeezer son truc? Qu'ils disent quoi? Non, mais en fait, les Kouachi, ils sont inoffensifs. C'est pas grave, il y a des morts tous les jours en France. Mais non, on va pas envoyer la police, envoyer des travailleurs sociaux là-bas vers l'imprimerie, ça suffira, tu vois. Je sais pas, moi, venir se recueillir en uniforme SS devant l'hypercachère, hein, mettre une djellaba et prendre l'accent arabe lors de ses interventions télé, enfin voilà. Cela dit, Hollande, je le trouve assez respectueux de l'islam rigoriste, vraiment. Et je veux dire, la manière de virer son ex, on sent qu'il a respecté la charia. Non, mais quel regain de popularité. Hein. Maintenant, le mec, c'est devenu des rockstars, les trucs qui ont caracolé. Hollande et Valls, c'est la preuve. Hein. À la conférence de presse de Valls, t'as une journaliste qui s'est évanouie durant l'intervention de Valls. Ouais, c'est vrai. Ouais, ploc, ça, c'est le nouvel effet des sondages. Tu vois, c'est Hollande et Valls, c'est devenu les Beatles. Quoi. C'est les deux garçons dans la brise, tu vois. Ou plutôt dans le sirocco, vu la direction du vent, c'est bon, voilà. Mais c'est des saltimbanques, les gars. C'est des mecs qui, en ce moment, ils cherchent un batteur. Ils cherchent leur Ringo Starr. Alors, ils ont proposé les percus à Taubira, mais elle leur est décliné. Il a dit non, mon truc, c'est plutôt Rammstein, Kraftwerk, je le sens pas. Alors, comme ils avaient plus le choix en section rythmique, ils se sont rabattus sur Jean-Marc Ayrault. Lui, il est dispo en ce moment. Il était dans un groupe qui vient de splitter. Ça s'appelait les Verveines Sauvages. Parce que son père lui prête un garage, ils ont déjà un local, ils sont en train de faire des répètes, quoi. Puis ils viennent de trouver un chanteur. Parce que Duflo s'est cassé, parce que c'était leur chanteuse au départ. Mais comme elle se droguait, c'était très compliqué pour Hollande, parce qu'il supporte pas l'odeur des huiles essentielles. Et donc il vomissait tout le temps sur scène, c'était un peu louche, quoi. Et là, ils ont trouvé un mec formidable, vraiment un chanteur à voix, Bernard Cazeneuve. Le chauve ténébreux, vraiment. Alors au départ, il avait des réticences parce qu'il a dit ouais, moi c'est plutôt Black Sabbath, moi je le sens pas. Il assume hein, dans son enfance. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cazeneuve, il faisait des messes noires avec les feuilles d'impôt de ses parents. Et il aurait perdu les cheveux dans une séance de pogo. Ouais, il y a un mec qui lui a marché sur un sourcil, il n'y avait plus rien. Et là, alors là évidemment, Cazeneuve, on est habitué à le voir en costard cravate et tout, mais quand le gig arrive. Le type, c'est Santiago noir, ceinture à clous, mitaine en cuir noir, tu vois, accoudé au comptoir, devant un œuf dur et une bouteille de viandox. Il est connu comme le loup blanc entre l'arrêt de bus Gare de Lyon et la gare routière de Bercy. Et là, il vient de changer les pots de sa mobilette. Putain, il a mis un truc. En rapport avec son caractère, tu sais, il a mis des flûtes en bois qui font un bruit de sèche-cheveux. C'est un mec, non mais c'est extraordinaire ce qui se passe là. Sinon, après les attentats, bon, il y a d'autres qui subissent, eux ils rigolent, et puis il y a d'autres qui souffrent. Par exemple, ceux qui s'appellent Kouachi. Bah ouais, ils se font harceler, les pauvres, quoi. Oui. Bon, faut dire que Kouachi, déjà qu'à la base, ça devait pas ouvrir beaucoup de portes. Ça, c'est sûr. Mais là, on est passé à un stade. Je crois que les mecs, même s'ils changent leur nom en bassine de vomi ou essence d'anus, ça leur ouvrira plus de portes.
Bonne nouvelle, je pense qu'il ne faut pas voir le mal partout. Après avoir vu La Famille Bélier, je me suis dit que 100% des enfants sourds et muets ont bien respecté la minute de silence. Alors, est pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici dans 15 jours. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Simon Noguera, rebonsoir. Vous pratiquez une discipline appelée le free run. Et le free run, c'est ça. Alors, Simon, vous êtes né le 30 juillet 1993 à Étampes, dans l'Essonne. Vous grandissez à Saint-Chéron, une commune de 4000 habitants à quelques stations de RER de Paris. Votre père est policier et votre mère est chef d'entreprise. Alors, dans la famille Noguera, on aime l'escalade. On va en week-end à Fontainebleau et pendant les vacances, on va dans les gorges du Verdon. Et c'est comme ça que vous commencez à apprivoiser le vide. Très très jeune, ça vous fait pas peur? Non, c'était bien, c'était sympathique. Vous escaladez tout ce que vous trouvez. En 1998, vous venez de fêter vos 5 ans. Vous tombez sur un reportage de Stade 2 consacré à David Bell et vous dites il sautait partout, d'un immeuble à l'autre, d'une cage d'escalier à l'autre. C'était magnifique. Ça a été le tournant de votre vie, ça. Ouais, c'est ça qui m'a donné envie de pratiquer. David Bell. Exact. Effectivement, après le breakdance, le rap, le graffiti, les banlieues parisiennes découvrent ce qu'on appelle à l'époque le parcours. Alors le principe, c'est au lieu de prendre les escaliers, on saute. Au lieu de passer par la porte, on passe par la fenêtre et il faut aller le plus vite possible. Voilà, c'est le parcours, c'est le projet de l'utilité dans le concept du déplacement. Donc c'est être efficace. Alors il y a un film qui s'appelle Yamakasi qui fait 2,5 millions d'entrées en 2001, exact, qui raconte un peu effectivement ce qu'est le parcours. Alors c'est vers 13 ans que vous essayez de reproduire pour la première fois les cascades de vos idoles. Sur YouTube, vous découvrez un tuto pour réaliser le fameux wall flip. Alors c'est quoi le wall flip? Alors le concept de ce mouvement, c'est de courir au sol, de mettre un pied contre le mur, de faire un salto arrière. La première fois, vous prenez une grosse vôtre quand même. Salement, ouais. J'ai pris des grosses gamelles. Hein. Parfois, vous vous blessez vraiment. Un jour, vous tentez un saut de chat au-dessus d'une barrière, mais votre main droite se dérobe. Vous vous retrouvez aux urgences avec les côtes cassées. C'est quoi un saut de chat? Il y a un obstacle, en l'occurrence c'était une barrière, et le projet c'est de sauter, de poser ses mains et de passer les jambes entre ses mains. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, ça s'est pas passé comme ça. En effet. Alors bien sûr, les profs gueulent. Il faut dire que vous êtes passé très rapidement au stade supérieur, vos cascades prennent de la hauteur et vous baladez sur les toits, là. Voilà, c'est ça. Ouais. Vers quel âge? C'était aux alentours, à mon avis, des 16-17 ans, quand je commençais à prendre un petit peu de hauteur physiquement. Là, vous commencez à entraîner des potes avec vous, direction Paris. Et là, vous découvrez le plaisir de vous balader dans des endroits où jamais personne n'a mis les pieds. Vous avez fait quoi comme immeuble à Paris au départ? Au départ, c'était surtout la Défense. La Défense, c'est assez architectural, il y a beaucoup de hauteur, et du coup, ça, c'est intéressant. Et puis les terrasses, la terrasse Beaulieu, entre autres, entre les immeubles. Et au début, c'était surtout la Défense ou Bercy. Le Palais Omnisport de Bercy est assez accessible. Au commun des mortels aussi, c'est une pente comme ça. Donc c'était facile de monter dessus. En fait, à Paris, il y a beaucoup d'endroits qu'on peut escalader. Oui, clairement. Il suffit d'y aller, quoi. C'est ça. Alors, avec vos potes, vous créez la French Free Run Family. Là, c'est plus le parcours tel que vous l'aviez fait au départ. Ça devient artistique, c'est-à-dire qu'il faut aller le plus vite possible, mais il faut aussi que ça soit beau. Exact, c'est ça. Alors, c'est mon ami Johan Leroux qui a créé ce groupe en 2009.
Et en effet, depuis, on évolue dans le milieu artistique plus que dans le milieu, plus que dans le parcours et la performance. Plus que dans la performance. Oui. Exactement. Et là, vous achetez des caméras embarquées, des GoPro. Vous avez jamais eu le vertige, vous? Non, jamais eu très très peur du vide. Ouais. Ah ouais. Maintenant, le danger existe. J'ai conscience du danger au même titre que vous, mais le danger vous est n'avez relatif. pas le vertige, quoi. Non, pas le vertige. Le vertige, c'est terrible, parce que quand on a le vertige, le vide vous attire. Et... Non, jamais il m'a attiré spécialement. Tant mieux pour vous, alors. Ouais. Enfin, vous n'avez pas le vertige, vous avez peur, et c'est cette peur qui vous maintient en vie, en fait. Ah bah complètement, c'est grâce à cette peur-là que je peux juger mes capacités, que je ne les dépasse pas et que justement je les apprivoise. Alors, à 19 ans, vous décrochez un bac pro-vente. Exact. Quand même, hein. Mais bon, parallèlement, sur Internet, vos exploits commencent à faire le buzz. Et un jour, vous commencez à être contacté par des marques pour faire des spots de pub. Alors, il y a Red Bull, il y a Renault, il y a Vanity Fair. Reste que vos activités, Simon, ne sont pas légales. Les flics vous arrêtent tout le temps. Et en ce moment, avec le plan Vigipirate, ça doit pas être très marrant, non? On évite d'aller trop haut ou d'aller ou de se faire remarquer en règle générale. Là, c'est on m'a mis à coup le bas, quoi. Et alors, l'autre problème, c'est vos parents. Vous habitez toujours chez vos parents? Là, je suis chez mes parents, oui. Voilà. Et votre maman, la pauvre, elle fait des cauchemars toutes les nuits. C'est normal. Les cauchemars, en effet, c'est une... votre maman, hein. Pendant longtemps, elle vous a demandé d'arrêter. Et puis, elle a compris qu'en fait, vous ne pouviez pas vous en passer de ce truc-là. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est plus fort que vous, c'est votre vie, quoi. C'est ce qui me construit, c'est ce qui me fait vivre. Je me sens au travers de ça, je me trouve au travers de mes capacités et puis de ce que je recherche. Ouais. Et donc voilà, elle l'a compris. On va regarder Maman Noguera. Ah. Mon petit Simon chéri, voilà, aujourd'hui, comme tous les parents, je suis admirative de mes enfants. Mais bien sûr, en tant que maman, te voir dans des vidéos où tu prends des risques qui pour moi sont exagérés, c'est très dur. Hein, ça me colle des crampes à l'estomac. Voilà, ça m'inquiète beaucoup. Donc voilà, le message que j'ai à te faire passer, c'est je t'aime très très fort. Et je te fais des très très gros bisous. Réalise-toi, mais limite la prise de risque. Voilà. Votre prochain défi, c'est quoi, Simon? La Tour Eiffel? J'aimerais bien, mais pas en période de Vigipirate. Je pense que je vais éviter. Ouais. Peut-être plus tard, Mais à part dans les films de Besson, on a quoi comme débouché? Parce que Besson, il utilise beaucoup d'Audi, de taxi et de Yamakasi, quoi. Il a une vraie gueule de cinéma. Grave, ouais, puis il est sympa surtout. Arrête. Non, mais... Il est Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Simon Noguera est un professionnel extrêmement entraîné, physiquement, mentalement, et n'essayez pas de reproduire, vous, ce que vous venez de voir. Voilà. Ou alors filmer. Croyez-moi. Merci, Simon. Merci beaucoup. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Jean-Mi, avec Louis Deville, avec Bernard Lavilliers, avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine, avec Tariq Ramadan et Simon Noguera. Merci pour votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland. Pas d'émission la semaine prochaine pour cause de sport. Salut les Terriens. Coupé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.